signé sur Radio J. Vous pouvez bien sûr aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube. Nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur i24 News, sur la chaîne LCI également, et qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Beaucoup d'actualités sur le terrain. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe sur le front nord avec cette série de frappes israéliennes confirmées par Tsahal cette nuit en Syrie. Alors que fait concrètement Israël en Syrie aujourd'hui, Raphaël ? Alors il s'agit de frappes préventives en essayant de ne pas déclencher de conflit. Préventives surtout pour détruire tout ce qui pourrait gêner une opération future de Tsahal si nécessaire pour la défense de l'État d'Israël. Principalement tout ce qui a à voir avec les radars et les systèmes de défense antiaérienne pour permettre évidemment à l'armée de terre israélienne d'opérer tranquillement si besoin est, mais aussi préparation du terrain, de corridors opérationnels si l'armée doit pénétrer plus avant en territoire syrien et vers Damas. Tout cela dans l'hypothèse d'une menace donc réelle militaire de la part du gouvernement syrien. On prépare aussi la population druze et d'autres populations à assister les Israéliens à se défendre au cas où ce gouvernement nouveau en Syrie serait djihadiste et violent, ou récupéré soit par la Turquie, comme ça a l'air d'être peut-être le cas, oui. Soit par l'Iran, moins probable. On a remarqué qu'un de nos alliés, en tous les cas possibles, contre Damas, les Kurdes, en fait, suivant l'appel de leur chef emprisonné, Öcalan, emprisonné en Turquie, déposé les armes et rejoint ce gouvernement. Donc nous faisons très attention. Le gouvernement actuel israélien, si on entend les paroles prononcées par exemple par le ministre de la Défense Israël Katz, eh bien, ne fait pas du tout confiance au nouveau dirigeant syrien, qui est un ancien, on le rappelle, terroriste d'Al-Qaïda. Alors en Israël, certains éditorialistes ce matin expliquent que le massacre des Alaouites, notamment des chrétiens ces derniers jours, ne laisse rien présager de vraiment très bon. D'ailleurs, après les massacres commis, on a vu les dirigeants alaouites de Syrie qui ont écrit une lettre de supplication urgente au Premier ministre israélien, au ministre des Affaires étrangères et aux médias d'Israël, leur demandant d'agir pour les sauver. Sauvez-nous de ce régime cruel. Est-ce qu'Israël doit se mêler justement de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ? Absolument pas là-dessus en tous les cas. Israël doit se mêler, si possible, dans l'avenir de la Syrie pour que ce soit un avenir libéral, démocratique et pacifique. Si on peut faire quelque chose, on le fera, avec des actions même du Mossad ou du Shin Bet. Mais sur le plan du règlement de compte entre le gouvernement actuel syrien et les Alaouites, je pense que là, il n'y a pas à intervenir. Il ne faut pas oublier qu'après la libération en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des règlements de compte un peu similaires face aux collabos, tout ce qui avait été collabo avec les nazis. Il y a eu aussi des exécutions sommaires et en éliminant des gens qui étaient des vrais collabos, on a parfois sûrement commis des injustices. Et là, c'est la même chose. Les Alaouites sont des suppôts du gouvernement Assad. Ce sont dans les trois quarts des gens qui ont occupé des fonctions sous un régime dictatorial, tyrannique, des plus horribles, des plus atroces. Et donc, une grande partie d'entre eux, je suis sûr qu'il y a dans le tas, puisqu'il s'agit d'un règlement de compte sommaire, des injustices de commises, mais en gros, les personnes qui sont supprimées, je parle bien sûr surtout des adultes. Oui, parce qu'il y a eu des massacres de femmes et d'enfants, notamment. Oui, d'ailleurs, pas que des Alaouites, aussi des minorités chrétiennes. Il y a des dérapages. On est quand même dans une sorte de Far West assez violent. Mais en gros, les Alaouites sont, et d'ailleurs certains sont encore armés, prônent le retour même du régime d'Assad. Et les Alaouites ont martyrisé le peuple syrien pendant des années et des années, des décennies. Les Alaouites sont une tribu, et cette tribu a été la tribu dominante qui a torturé et massacré beaucoup de Syriens qui en ont donc gros sur la patate, si j'ose dire, par rapport à cette tribu.
Alors de là à dire que chaque alaouite est un collabo avec Assad, non. Mais on peut comprendre ce règlement de compte qui ne nous regarde pas. Donc Israël ne doit pas s'en mêler, c'est ce que vous nous dites, Raphaël. Alors par ailleurs, il y a aussi ce qui se passe avec les négociations sur les otages en ce moment à Doha, au Qatar. On sait que à côté de ça, Israël tente de continuer à mettre la pression sur les terroristes du Hamas avec la coupure d'électricité notamment à Gaza. D'abord votre avis sur ça. Est-ce que Israël a raison? Est-ce que le ministre Eli Cohen a eu raison de prendre cette décision de couper l'électricité à Gaza? Absolument pas. C'est inefficace. Alors, c'est vrai que ça impacte peut-être le Hamas, mais pas beaucoup. Et il faut bien comprendre que les services de sécurité et Tsahal s'opposaient à cette mesure. Ils la trouvent contre-productive. C'est une punition collective qui n'impacte pas tout à fait le Hamas dans la mesure où même qu'il y aura plus d'électricité en haut, il y en aura plein en bas. Ça veut dire que toute l'électricité qui reste est utilisée dans les tunnels. Et là, ce qui fait sombre dans certaines rues de Gaza, c'est tout simplement parce que l'électricité est détournée par le Hamas vers ses entrepôts secrets et vers ses tunnels. C'est une mesure qui ne va pas faire pression puisque le Hamas n'a que faire de la souffrance des Palestiniens et du sort du peuple palestinien tant qu'eux peuvent opérer. Je rappelle qu'il y a des centrales électriques dans Gaza et que donc cette coupure n'est que partielle. Elle ne coupe pas toute l'électricité dans Gaza. Et la même chose pour la nourriture. Il y a encore au moins 1 mois et demi de réserve de nourriture et d'eau à Gaza avant que ça impacte. Oui, parce que les familles d'otages, elles, s'inquiètent et ont même demandé, ont envoyé une lettre au gouvernement pour demander que l'électricité soit rétablie, affirmant que ça punissait aussi les otages. Oui, les otages sont punis à chaque fois qu'Israël prend des mesures de ce style. Il y a une punition, on le sait, de par les otages qui ont été libérés. Lorsqu'il y a eu, par exemple, moins d'aide humanitaire, on a privé les otages qui étaient déjà affamés encore plus de nourriture. Donc c'est vrai qu'ils pâtissent, mais bon, d'un autre côté, si on le fait pour les libérer, pour tenter de les libérer, c'est une bonne chose. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit, cette mesure, elle va prendre beaucoup de temps vu les réserves qu'il y a dans Gaza. Et puis, elle va prendre du temps de toute façon pour impacter. Elle aurait dû, si jamais, elle aurait dû être prise il y a 1 an, au moins, pas maintenant. Ouais. Oui, c'est ça, ça aurait dû être pris il y a longtemps. Vous dites que c'est inefficace, couper l'électricité. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait marcher justement, on sait que là, avec le nouveau chef d'état-major, peut-être que les tactiques vont changer. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment fonctionner pour que le Hamas, finalement, capitule, si je puis dire? Alors, la pression militaire a bien sûr un rôle à jouer dans cette affaire. Il faut inquiéter, effrayer les dirigeants du Hamas, parce que la seule chose pour laquelle ils craignent, c'est leur propre peau. Mais surtout, à mon avis, c'est exactement le contraire qu'il faut faire, surtout à Doha, où ça piétine. Il faut bien comprendre que tout est confus. On n'a pas véritablement même de plan clair du côté israélien-américain de comment s'en sortir. Ce qu'il faudrait, c'est offrir un bonbon au lieu de punir, c'est-à-dire trouver un moyen d'offrir au Hamas sa survie au moins politique. Militaire, je ne pense pas, mais la survie politique. Il faudrait trouver une solution pour que le Hamas comprenne qu'il puisse survivre sans Gaza. Et ça a l'air de marcher en tous les cas avec les dirigeants du Hamas qui vivent à l'étranger, au Qatar inclus, mais pas vraiment avec les dirigeants du Hamas qui vivent à Gaza, dont le frère de Sinoir. Mais il faudrait leur donner quelque chose qui les appâte, qui les attire pour libérer les otages. Ils n'ont aucun intérêt à libérer les otages si leur survie politique du moins, mais même militaire pour Sinoir, n'est pas assurée. Tant qu'il ne sera pas fait, ils ne libéreront pas tous les otages. Ils libéreront peut-être encore quelques otages ici et là, sous une pression ou une autre. Mais le but, c'est que tous les otages soient libérés. Et je pense que cette fois-ci, il faut qu'il y ait un cadeau suffisant pour qu'ils libèrent tous les otages d'un seul coup. Et il faut arrêter ce balai ridicule, ce cirque. C'est vraiment inacceptable de voir comment cette faction terroriste, en plus affaiblie, tient en haleine et en laisse le monde entier
avec ces otages. Et oui, Il faut donc... libérer tous les otages, c'est ce que semblent vouloir d'ailleurs les Américains. Pour terminer là-dessus, Raphaël, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'administration Trump dans la reprise de ces négociations au Qatar? Puisque c'est vraiment les États-Unis qui mènent la danse finalement. Hein. Non, pas du tout. C'est une stratégie inefficace. La preuve, c'est que M. Gueller, qui a négocié directement le Hamas, est revenu bredouille. Hein. Donc, ça n'a pas marché. Ouais. Le seul effet que ça a eu, ça a été d'obliger les Israéliens à se secouer, parce que les Américains entrant dans la danse directement, les Israéliens ne pouvaient tout de même pas rester sur la touche. Cela dit, c'est une bonne initiative. Je pense que tout le monde doit essayer. Les Français devraient essayer aussi. Poutine a essayé de libérer les citoyens russes. Les Thaïlandais ont essayé de négocier la libération des Thaïlandais. Je rappelle qu'il y a des non-israéliens encore qui sont détenus parmi les otages. Et donc chacun peut essayer par tous les moyens possibles, imaginables, même privés, même en offrant de l'argent. Tout doit être tenté. Mais en fin de compte, les clés, c'est, à part le Hamas qui est évidemment l'obstacle principal, les clés, ce sont les Israéliens, parce que c'est les Israéliens qui ont les moyens de négocier, puisqu'ils détiennent, par exemple, les terroristes palestiniens dans leur geôle. Ouais. Et ça, c'est une monnaie d'échange importante. Mais le fait que Trump négocie directement, enfin l'administration Trump négocie directement avec le Hamas, d'ailleurs on a vu que ça avait créé quelques tensions. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Oui, comme je l'ai dit, c'est légitime. Il a le droit de le faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça peut être contre-productif, mais pas vraiment. De toute façon, on piétine, et les gens qui sont en face du Hamas, inclus le Qatar et l'Égypte d'ailleurs, n'ont pas trouvé la formule qui permettait de faire avancer les choses. Et à mon avis, comme je l'ai dit, cette formule, c'est un mélange de la pression militaire avec une solution de survie politique, une promesse que le Hamas va pouvoir survivre, parce qu'il devra dégager tôt ou tard, c'est sûr. Les Israéliens n'accepteront pas que le Hamas reste à Gaza, et à ce moment-là, effectivement, retour au combat et offensive massive jusqu'à la destruction du Hamas. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine. Je vous dis à lundi prochain, à la semaine prochaine.